Leur histoire, cela fait 33 ans que le vent la colporte de vallée en vallée dans les montagnes de l'Isère. 33 ans que plane le mystère. La disparition d'un petit garçon d'à peine 6 ans, le 17 mars 1983. Il s'appelait Ludovic Janvier. Pour essayer de le retrouver, sa mère, Bonjour. Marilyn, son frère et sa sœur ont tout tenté. Marilyn a elle-même rédigé les affiches d'appel à témoins. Je dis à vos parents victimes, tout ça, d'enfants. Je dis on m'a volé mon enfant. Et donc maman qui t'aime, donc ça c'est quand il est petit, qu'on me l'a volé, quand maintenant il serait grand. Et là c'est mon cœur qui saigne. C'est la vérité. Et voilà. C'est une photo de Ludovic, vieilli. Il a été enlevé le jour de l'anniversaire de ma fille. Donc ça ne peut pas s'oublier. Mais je sais qu'il est vivant. Dans mon cœur, il est vivant. Marilyn a accepté de nous montrer l'endroit où Ludovic a été enlevé. À ses côtés dans la voiture, sa fille, Virginie, 5 ans à l'époque. Elle a peu de souvenirs. Jérôme, l'aîné, est très nerveux. Retourner sur les lieux de la disparition est pour lui une épreuve, car Ludovic a été enlevé sous ses yeux. Là, j'appréhende. De refaire le chemin et de savoir d'où il est parti, quoi. Et moi, c'est tout. Puis on n'a que des mauvais souvenirs là-bas. Ouais, c'est vrai. On a assez pleuré comme ça. Hein. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le retrouver. Ludovic Janvier est l'un des disparus de l'Isère. 10 enfants âgés de 5 à 13 ans, enlevés ou assassinés depuis 1983 autour de Grenoble. Sur les 10 dossiers, seuls 3 ont été résolus. Les autres sont devenus des cold cases, affaires non élucidées, que la justice a peu à peu oubliées. Didier Seban est avocat, l'un des spécialistes de ces vieux dossiers. Il y a en France, peut-être sur les 20 ou 30 dernières années, 3000 meurtres qui n'ont pas été élucidés. Moi, j'ai la conviction absolue qu'un meurtrier qu'on n'arrête pas, qu'on ne juge pas, et qui ne répond pas de ses actes, eh ben, il se sent tout puissant. Et donc, il va recommencer. Il y a en France un meurtrier présumé qui s'est senti tout puissant pendant 17 ans. Il s'appelle Jacques Rançon. Nous allons vous raconter comment la police est passée à côté de lui alors qu'il vivait tout près des lieux des crimes. Mais dans les affaires non élucidées, il y a une règle d'or. Ne jamais laisser tomber. Un jour ou l'autre, le tueur ou le ravisseur fait toujours une erreur. En Isère, dans l'affaire du petit Ludovic Janvier, Marilyn a déménagé rapidement après l'enlèvement de son fils. Depuis le drame, elle n'a plus jamais remis les pieds à Saint-Martin-d'Hères, dans la banlieue de Grenoble. Ça a changé, hein. Il y avait quelque chose, là. Ouais, le beurre à tabac était là, il n'y est plus. Vous n'êtes pas revenu depuis quand? Oh, depuis 30 et quelques années. Jérôme revit ce jour du 17 mars 1983, où il a vu son frère se faire enlever. C'est là qu'il nous a arrêtés. Tu vois, dans le là, au moins, là, c'est un peu caché. Et nous, on était là. Et regarde, de la maison. La famille habitait alors à peine à une centaine de mètres du lieu de l'enlèvement. En fait, on est parti d'ici. Il y avait un portail, là. Ensuite, on a traversé la route. On était 3, oui. Il y avait moi, Ludovic et Nicolas. Vous aviez quel âge tous les 3? Moi, j'avais 7 ans et demi, Ludovic avait 6 ans et demi. Et Nicolas,
1 an et demi. 1 an et demi. C'est au retour qu'il nous attendait là, en fait. Qui? Le monsieur. Il vous a dit quoi? Et il nous dit j'ai perdu mon chien loup, si vous m'aidez à le chercher, je vous achèterai des bonbons. Et de là, il dit bah, toi et ton petit frère, vous partez de ce côté-là, et moi et ton autre petit frère, on part de l'autre côté. J'ai laissé partir. Je m'en veux beaucoup. Jérôme et ses 2 petits frères allaient au bureau de tabac chercher des cigarettes pour leur père lorsqu'ils sont tombés sur le ravisseur. Dans le reportage réalisé par la télévision locale, c'est Jérôme qui raconte. À l'époque, il n'a que 7 ans et demi. Il y avait un monsieur qui était habillé tout en bleu, un casque bleu, des rayures blanches et oranges. Où? Sur le Casque, sur le ouais, casque. c'est quand même. Et puis, Il vous a parlé, ce monsieur? ouais, il a dit si tu trouves mon chien loup, je t'achèterai des bonbons. Donc il est parti par là. Il est parti là, par là. Tout de suite, j'ai vu en regardant mon frère, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et j'ai couru avec Nicolas chercher mes parents. Et ça s'est joué à quoi 2 minutes. Le temps d'aller les chercher parce qu'ils sont partis aussitôt. Dès l'instant que je leur ai dit il y a un monsieur qui a Ludovic. On est partis comme des fous partout par là. Après, j'ai fait tout le tour à pied, mon mari avec moi, mon oncle aussi, qui était de la police municipale. Puis après, on est reparti de l'autre côté, là. On a fait tout le tour comme des dingues, on n'a rien retrouvé. C'est pour ça que moi, c'est le vrai cauchemar, là. C'est moi ce qui me tue, c'est ça. Pas une personne qui a vu quoi que ce soit. C'est pas possible. C'est pas possible. 4 jours après l'enlèvement, Marilyn, avec son mari, lance un appel au ravisseur. Mais rendez-moi mon fils. On ne mérite pas ça. Faut qu'au moins les ravisseurs du contact, qu'il est bien en vie, qu'il est bien vivant, tout, qu'il est en bonne main. Mais on sait rien, on sait même pas. Le lendemain, Marilyn reçoit un étrange coup de fil. Un homme dit être le ravisseur de Ludovic. Il affirme avoir lu l'appel à témoins de Marilyn dans un journal local de l'Est de la France, l'Union de Reims. C'est là qu'il a appelé et il a dit si vous faites trop de cette affaire, je passe la frontière. Je lui ai dit mais rendez-moi mon fils Ludovic, parce que c'est bien lui qui avait mon fils puisqu'il m'a appelé. Il a dit que soi-disant que sa femme elle était en mal d'enfant, c'est pour ça qu'il avait fait ça. Ils avaient Ludovic, que c'était parce que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant et que voilà, mais que le petit Ludovic allait bien, qu'il fallait rassurer la famille. C'était tout, hein. L'enquête ne permet pas d'identifier l'auteur du mystérieux coup de fil. Les gendarmes décident de se concentrer sur une autre piste. Ils soupçonnent un règlement de compte au sein de la famille, car peu de temps auparavant, Marilyn et son mari s'étaient violemment disputés. Je voulais savoir, Marilyn, combien de temps elle a duré l'enquête? Les recherches? Bon, pas très longtemps. S'ils ont mis 1 an ou 2, c'est tout. De toute façon, les gendarmes, au début, ils avaient accusé mon mari. Il est en garde à vue. Moi, j'ai passé toute une nuit en garde à vue. Fallait qu'ils trouvent quelqu'un. Fallait qu'ils se disent, voilà, c'est elle ou lui. Donc, c'était ni l'un ni l'autre. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que on fait un portrait robot et quelques mois plus tard, on va chercher mon père. Ça aurait été mon père, je l'aurais reconnu quand même. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire que ce que j'ai dit n'a pas été écouté. On a tellement besoin d'avoir des réponses à toutes les questions qu'on se pose et on n'en a pas. Et on se sent franchement démunis. Crise de larmes, faut encaisser, hein. Ludovic a été enlevé le jour de l'anniversaire de Virginie. On encaisse tellement que des fois on s'y perd. C'est des cubettes entières. J'ai pleuré. Oui, mais t'es pas toute seule. Bah ouais, je sais bien.
problème, c'est... Pas la fête des mères, pas Noël, Voilà. pas son anniversaire. Voilà. Le problème, c'est que ça nous prive nous aussi, tout ça, faut pas rêver. Moi, mon anniversaire, c'est terminé, c'est banni à jamais, hein, voilà. Bon, bah, je te la souhaite quand même. Oui, mais... Allô, Virginie, je pourrais jamais oublier cette date. Voilà ce que je prends tous les ans dans la gueule. Qui c'est qui pleure derrière, c'est toujours la même. Bah, c'est vrai que je peux pas oublier cette date. On va espérer qu'il retrouve le jour de ton anniversaire, ça serait bien. Hein? Bah, il reste plus que 2 jours, on se dépêche. Cela fait 30 ans que la famille n'a plus aucune nouvelle des enquêteurs. Mais depuis quelque temps, les Janvier ont enfin une lueur d'espoir, une piste. Un homme les a contactés. Il a vu leur histoire à la télévision. Cet homme dit avoir été adopté. Ses parents refusent de lui dire son passé. Ils pensent qu'il est peut-être Ludovic Janvier. Dans quelques semaines, Jérôme et Virginie vont rencontrer celui qui croit être leur frère. L'histoire de Ludovic Janvier n'est qu'un dossier parmi d'autres. L'une de ces innombrables enquêtes non élucidées qui encombrent depuis des décennies les archives des tribunaux. À Perpignan, une autre affaire est en passe de trouver son épilogue. C'est l'un des plus grands faits divers de France. Il y a 17 ans, le quartier de la Gare a été le théâtre de 3 meurtres ou disparitions. En 1995, Tatiana Andoujar, 17 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé. En décembre 1997, c'est Mokhtaria Chaïb, 19 ans. En juin 1998, Marie-Hélène Gonzalez, 22 ans. Toutes deux seront découvertes sur des terrains vagues, mortes, mutilées. C'est le début d'une enquête hors norme. Elle va durer 17 ans. Le tueur présumé est arrêté en 2014. Il s'appelle Jacques Ranson. Il a 56 ans. Étienne Nicolo est l'avocat des familles des disparus de Perpignan depuis 20 ans. Ce que j'en retiens, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras. J'avais dit, moi, aux familles des victimes, je leur avais dit, on y arrivera, on parviendra à retrouver l'assassin de votre fille, ne vous inquiétez pas, la justice un jour passera. Et aujourd'hui, c'est vrai. On a retrouvé celui que l'on qualifiait de tueur de la gare de Perpignan, c'était Ranson. La première fois qu'Étienne Nicolo a rencontré Jacques Ranson, c'était il y a 1 an, lors de la reconstitution du meurtre de Marie-Hélène Gonzalez. C'est un homme qui a l'air d'un nounours, qui n'a pas l'air impressionnant. Sauf que, et c'est quand il sourit, paradoxalement, qu'il fait le plus peur. Quand il a refait les gestes qu'il avait eus au moment de tuer Marie-Hélène, il me faisait peur. Et je n'imaginais pas qu'un homme puisse, sans aucune retenue, avec au contraire une certaine satisfaction, je ne dirais pas jouissance, mais presque, refaire des gestes horribles commis 15 ans plus tôt. Les experts psychiatres n'ont relevé chez Jacques Ranson aucun sentiment de culpabilité. Par là-bas, s'il vous plaît. Pardon, voilà. Ce jour-là, Maître Nicolo va le rencontrer pour la 2e fois. Jacques Ranson est extrait de sa cellule pour procéder à la reconstitution du meurtre de Mokhtaria Chaïb. C'est une étape incontournable de la procédure. Tous les acteurs du dossier, policiers, avocats, magistrats, sont convoqués. À la nuit tombée, dans une enceinte fortifiée au beau milieu de Perpignan, à l'écart des regards et loin des caméras, la justice essaie de comprendre le déroulement de cette soirée du 21 décembre 1997, lorsque la route de Jacques Ranson a croisé celle de Mokhtaria Chaïb. Quelques jours plus tard, Mohamed Chaïb, le frère de Mokhtaria, a rendez-vous avec Maître Nicolo. Bonjour, M. Chaïb. Mohamed veut savoir si, lors de la reconstitution, Jacques Ranson a confirmé qu'il était bien le meurtrier de sa sœur. Oui, on ne s'était pas vu depuis avant la reconstitution.
Exactement. Et bon, la Constitution, c'est vrai que je vous avais déconseillé d'y venir. Je pense que je ne regrette pas de vous avoir donné ce conseil-là, parce que ça s'est passé comme on pouvait l'imaginer. Favorablement pour nous, dans la mesure où cet homme a refait l'intégralité des faits qu'on lui reproche, c'est-à-dire qu'il a une nouvelle fois reconnu ce qu'il avait commis, et donc il n'y a pas de problème. On a reconnu que c'était un monstre, un barbare, quoi. Lorsque sa sœur est morte, Mohamed n'avait que 12 ans. Mais c'est sûr que... De ce qu'il a fait, c'est un monstre, quoi. Mais en fait, il a bousillé, moi, personnellement, pour moi, dans mon intérieur, dans ma chair, dans ce qui est moi, il a bousillé 17 ans, quoi, de ma vie, ouais. Et puis il a bousillé notre famille. Il a bousillé notre famille, ouais. Et vous avez l'impression que c'est son arrestation qui a un peu débloqué la situation? C'est fou, hein. Ouais, c'est fou. C'est fou, mais moi, et ça, tout est rentré dans l'ordre, comme si un puzzle se remettait en place. Et c'est fou ce que ça peut faire comme du bien, quoi, et comme ça peut faire du mal aussi. On n'aura pas beaucoup de mal à convaincre la cour et le jury de le condamner à la peine qu'il mérite, c'est-à-dire la peine qui fera qu'il ne sortira pas de prison. Au cours de l'instruction, Jacques Rançon a changé plusieurs fois de version. Il a reconnu les meurtres de Mokhtaria et de Marie-Hélène avant de se rétracter, puis d'avouer à nouveau. C'est Xavier Caplet, un avocat de Perpignan, qui assure la défense de cet accusé hors norme. Comment il est, Jacques Rançon? Vous êtes un des rares à l'avoir approché. C'est surprenant que ça puisse paraître, c'est quelqu'un d'assez sympathique, pas très causant. C'est monsieur tout le monde, effectivement, hein. On peut s'y tromper. C'est quelqu'un de pas désagréable. Il n'y a rien qui permet de se douter qu'éventuellement ça pourrait être quelqu'un de dangereux. Et pourquoi il tue? Lui, personnellement, il n'arrive pas à l'expliquer. Pour lui, c'est des pulsions, il ne sait pas trop. Il y a des moments, ça lui prend, et voilà, il passe à l'acte. Qui est Jacques Rançon? Comment, pendant 17 ans, a-t-il réussi à mettre en échec la justice et la police de Perpignan? A-t-il commis d'autres meurtres ailleurs en France? Il y a un homme qui est persuadé que Jacques Rançon, surnommé par la presse le dépeceur de Perpignan, est peut-être un tueur en série présumé. En 1998, il a aidé les enquêteurs dans l'affaire des disparus. Il s'appelle Stéphane Bourgoin. La police a fait appel à ce spécialiste car en 40 ans, il a interviewé plus de 70 serial killers partout dans le monde. Stéphane Bourgoin. Aux États-Unis, par exemple, ce colosse de plus de 2 mètres, Ed Kemper. 10 meurtres à son actif. Possessing the severed heads of women. Stéphane Bourgoin s'est aussi retrouvé face à l'un des plus grands tueurs en série de tous les temps, Gérard Scheffer. Well, I was originally accused of killing 34 women. À l'issue de ces entretiens, Stéphane Bourgoin s'est rendu compte que dans 95% des cas, les tueurs en série avaient eu des problèmes dans leur petite enfance. Il pense que c'est peut-être le cas de Rançon. Les scènes de crime de Mokhtaria Chaïb et Marie-Hélène Gonzalez démontraient une haine froide, préméditée, organisée, volonté d'humilier la femme. Et ça, pour moi, ça montrait un rapport très particulier dans l'enfance par rapport à sa propre mère. Et aussi l'absence, même si le père est présent, de figure paternelle dans le couple qui a élevé le petit Jacques Rançon. Au policier qui l'interroge, Jacques Rançon raconte effectivement une enfance malheureuse. Il dit qu'il a été un enfant rejeté. Jacques Rançon est né en 1960 au cœur de la campagne de la Somme, dans ce petit village, Aille, 400 habitants. Son père Hubert, maçon de profession, a eu pas moins de 16 enfants, avec 2 femmes. Viens ma nénette, viens. La petite fille à maman. Rançon n'a pas connu ses frères et sœurs.
À une exception près, Denise, l'une de ses demi-sœurs, 21 ans de plus que lui. Ils ont vécu tous les deux dans la maison familiale au village, mais pas en même temps. Et notre baraque était là. Voilà. Ils ont bien construit et c'est une belle maison maintenant. Hein. Et on allait chercher l'eau parce qu'on n'avait pas d'eau. Il fallait y aller par seau. Jacques, il était gentil et bon cœur. Il avait bon cœur, mais il y avait quelque chose derrière lui. Je sentais dans lui, je ne suis pas une psychologue, hein, je sentais dans lui qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Est-ce qu'il a voulu se venger de ses parents? Qu'il voulait se venger de ses parents, surtout de sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère le battait. Dans les années 60, les Rançon n'habitent pas une maison en dur comme tout le monde, mais une cabane en bois comme celle-ci. Et à l'époque, elle est déjà dans un piètre état. Elle date de la Première Guerre mondiale. Il y avait des rats, des champs qui venaient dans notre maison, la nuit. Quand on bougeait notre pied, le rat, il sautait par terre. Et on dormait avec des rats. Nous étions très, très malheureux. Combien de fois, quand mon père partait qu'il rentrait sous, nous, on couchait dehors. Parce qu'on en avait tellement peur qu'on partait. Il fallait qu'on s'en aille. Ma mère, elle partait avec nous. Hein. Jacques aussi, il en avait peur? Je pense, oui, parce que moi, j'ai pas vécu avec lui, là, après. Hein. Alors, le père, il buvait, la maman le frappait, il mangeait pas. C'était pas une vie pour un enfant. Hein. Il allait à l'école, on ne l'aimait pas. Hein. Nous étions un peu repoussés, la famille Rançon. Hein. Quand on disait la famille Rançon, on était un petit peu de côté. Hein. Ah oui? Il s'y plaisait pas chez nous. Hein. Ça, c'est certain, je le voyais toujours partir. Il allait dans les bois chercher des obus de la guerre, tout ça, vous voyez. Il ramassait des choses comme ça, mais tout seul. Hein. Il n'avait pas de copains. Jacques Rançon est un solitaire. Les enfants du village se moquent de lui parce qu'il est trop gros. Denise va nous montrer un endroit où il aime se réfugier à l'époque, cette petite chapelle au milieu des bois. Il s'évadait, se retirait dans des coins seuls, calmes, pour oublier certaines choses. Au moins là, on était en repos. On n'avait plus devant nous les gens méchants. Jacques Rançon va peu à l'école et fait beaucoup de bêtises. Le voici à 27 ans sur cette mauvaise photo, l'une des rares qui existent de lui à cet âge. Il a déjà connu les tribunaux. En 1982, il est condamné à 3 mois de prison pour des vols de voitures. 10 ans plus tard, une autre affaire beaucoup plus grave le conduit devant la cour d'assises de la Somme. Viol aggravé sous la menace d'une arme. Hubert Delarue, avocat à Amiens et commis d'office. C'est un monsieur Rançon qui ne laisse pas de souvenirs. Il ne laisse pas de souvenirs. Je crois même qu'aujourd'hui, on présenterait des photos sur un tapissage, je ne suis pas certain de le reconnaître du tout. Très lisse, très ordinaire. Et pourtant, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Ben non, c'est ça qui est étonnant. Si Maître Delarue ne se souvient pas de l'homme, il n'a pas oublié les faits, car ils sont surprenants. Juin 1992, sur cette route nationale en pleine campagne, Jacques Rançon repère une jeune fille seule dans sa voiture. Il lui fait une queue de poisson, l'oblige à s'arrêter. Sous la menace d'un couteau, il la fait monter avec lui, la conduit à plusieurs kilomètres en lisière d'un bois et la viole. Puis, Rançon se transforme. Tout d'un coup, il n'est plus le même homme. Rançon, qui, dans la logique d'une agression de cette nature, aurait pu l'abandonner sur le bord de la route et se sauver,
va la raccompagner à quelques dizaines de mètres de son véhicule, cette petite Renault 5 à cette jeune femme. Et quelques jours plus tard, après que cette jeune femme se soit rendue compte qu'on lui avait également dérobé son sac, son argent et son numéro de téléphone, Rançon, de son propre téléphone, va chercher à la joindre à plusieurs reprises, comme si cette femme aurait pu accepter de le revoir, de le rencontrer à nouveau, et pourquoi pas d'avoir à nouveau des relations sexuelles avec lui. Donc ça dépasse l'entendement. Au final, maintenant, quand on sait ce qu'il a pu commettre après, ça interpelle sur cette absence totale de culpabilité qui était la sienne. Jacques Rançon a appelé sa victime depuis chez lui. Les policiers n'ont aucun mal à le localiser et à l'arrêter. Pour viol sous la menace d'une arme, il prend 8 ans de prison ferme. Un verdict plutôt clément selon son avocat. Avec les réductions de peine, il n'en fera que 5. En septembre 1997, quand il quitte la prison, il ne bénéficie d'aucun suivi. Le fichier des délinquants sexuels n'existe pas encore. Rançon ne doit ni consulter un psychologue, ni pointer au commissariat. Le lendemain de sa sortie, il prend le premier train. Pour se faire oublier, il veut aller le plus loin possible d'Amiens, à l'autre bout de la France. C'est un peu par hasard qu'il descend à Perpignan. Aucun policier, aucun juge, aucun éducateur ne sait qu'il est là. J'arrive pas encore à comprendre comment on a pu laisser sortir Jacques Rançon de prison, sans même se demander où il allait aller, sans aucun suivi. On n'a pas vraiment cerné le personnage. Je crois qu'on est passé à côté. En arrivant à Perpignan, Jacques Rançon prend une chambre dans ce petit hôtel en face de la gare. 2 mois plus tard, un soir de décembre, il sort se promener à pied, prend la première rue à gauche, marche environ 1 kilomètre. Vers 22h30, il croise une jolie jeune femme qui rentre chez elle, à la cité universitaire. C'est Mokhtaria Chaïb. Elle lui plaît, il va la tuer. En tout cas, c'est ce qu'il avouera plus tard aux policiers. À la police judiciaire de Perpignan, c'est Jo Belmont, un vieux routier de la criminelle, qui est chargé de l'enquête avec plusieurs de ses collègues. Il n'est pas prêt d'oublier ce matin du 22 décembre 1997, où il est appelé pour la première fois. Un voisin vient de prévenir le commissariat. Une personne donc, a ouvert les volets de sa villa qui habite là dans les abords. Et en ouvrant les volets de sa villa, elle a trouvé elle a vu qu'il y avait un corps qui était au milieu d'un terrain vague qui était juste en face. Aujourd'hui, le terrain vague n'existe plus. Depuis, à cet endroit, on a construit une résidence. 40 ans de criminel, c'est vraiment la première fois que je voyais, disons, une telle horreur sur une femme. D'ailleurs, on s'est dit, on n'a pas de chance, on est tombé sur un fada. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, il y avait 2 choses qui nous ont choqués. Premièrement, c'était les découpes de la jeune fille. C'était vraiment horrible au niveau des découpes. Et la deuxième chose qui nous a choqué, c'est sa position, c'est la façon dont elle avait été mise. C'est-à-dire qu'elle avait été mise sur le terre-plein, face au ciel, les bras en croix, les jambes écartées. Il y avait une mise en scène. Une mise en scène et bon. Les découpes du corps ont été faites avec précision. Pour les experts, pas de doute, c'est du travail de professionnel. Un boucher, un chirurgien peut-être. Dès le début, ce constat va orienter l'enquête dans la mauvaise direction. À 200 mètres de là habite un homme qui a eu des problèmes avec la justice. C'est un Péruvien, déjà condamné pour exercice illégal de la médecine. Il s'appelle Palomino Barrios. Jo tient son suspect. On s'est aperçu que cet individu-là était très bizarre. Ce gars-là donc, avait un camion, c'était un Samaritain, on trouvait de tout dedans parce que c'était un gars
qui ramassait, il faisait les poubelles. C'était un gars qui mettait plein de cochonneries dans son camion. Et comme par hasard, d'après plusieurs témoignages des voisins, le lendemain de la découverte du corps de Mokhtaria, on a découvert son camion en bas qui était ruisselant d'eau, qui avait été nettoyé intérieurement et extérieurement. Et il n'y avait plus rien dedans. Pour Jo, aucun doute. Palomino Barrios a cherché à effacer des traces. De plus, il n'a pas d'alibi. Le faux chirurgien est interpellé et incarcéré. Jo Belmont et ses collègues sont persuadés de tenir le coupable. Mais 6 mois après, leur thèse tombe à l'eau. C'est là où il y avait le corps. Donc là où il y avait le corps, c'est là à gauche. Voilà. Donc. Ce jour-là, Jo est appelé une nouvelle fois. Voilà, chemin de Sainte-Barbe. Sur un autre terrain vague, en bordure d'autoroute, 6 mois après le meurtre de Mokhtaria Chaïb, on vient de découvrir un autre corps. Celui de Marie-Hélène Gonzalez. C'est à peu près donc, ici où se trouvait dans le corps. Le corps était sans tête et sans main. Il était éventré, il y avait... C'était vraiment une horreur. Pour nous, c'est la catastrophe. 2 cadavres sur le dos, on a du mal, on ne sait pas du tout de quel côté se tourner. On était vraiment dans le flou complet. Les mutilations pratiquées sur le corps de Marie-Hélène Gonzalez et sur celui de Mokhtaria Chaïb sont très semblables. Conclusion logique, on a probablement affaire au même tueur. Et cela ne peut pas être Palomino Barrios, puisqu'au moment du second meurtre, il était en prison. Quelques semaines après, il est libéré. L'enquête repart donc de zéro. À l'époque, nous avons l'autorisation de tourner avec une patrouille dans le quartier de la Gare. Les policiers nous confient qu'ils sont submergés d'appels. C'est vrai qu'au départ de ces affaires, la ville a été soumise à une psychose, c'est sûr. On le voyait, tous les appels de personnes, surtout en soirée, qui voyaient quelqu'un qui les suivait, appeler le commissariat, j'ai un type qui me suit. Alors bon, il est évident que nous, flics, on intervenait rapidement pour essayer de voir ce qui se passait. Bien souvent, ce n'était rien, quoi. C'était des obsédés qui voyaient une belle femme et qui les suivaient, ça de plus. Tous les services sont sur les dents. Malgré la multiplication des patrouilles, la traque ne donne rien. Pourtant, à 2 reprises, la police va avoir l'occasion d'identifier Jacques Ranson. Mais à chaque fois, elle va passer à côté. Jusqu'au jour où Ranson commet l'erreur qui va le faire plonger. Dans l'Isère, l'affaire du petit Ludovic Janvier, disparu en 1983, vient de connaître un coup de théâtre. Quelques jours après l'enlèvement, un homme qui se présentait comme le ravisseur avait téléphoné à la famille. 33 ans plus tard, c'est un autre coup de fil qui fait rebondir l'affaire. Virginie, la petite sœur de Ludovic, est contactée par un homme qu'elle ne connaît pas. Il vient de voir un reportage sur la disparition de Ludovic. Au mois de juillet, j'ai reçu un coup de téléphone chez moi. Et là, une personne se nomme, me raconte un peu son histoire, me dit que c'est pas son histoire, qu'il a été adopté, que peut-être que oui, ça pourrait être mon frère. Je lui ai demandé de m'envoyer des photos. Ça, c'est la photo de la personne qui m'a téléphoné. Il vous a envoyé des photos de lui? Ouais. Donc celle qui m'a fait un peu plus penser, ça serait celle-là, avec celle-ci. Donc ça, c'est mon frère Ludovic. Ça, c'est la personne qui se dit être peut-être... elle se dit même pas, elle sait pas son histoire. Elle n'est pas sûre. Je lui ai juste colorié les cheveux comparé à l'autre photo sur mon téléphone. Et qu'est-ce que vous en pensez de ces photos? Je ne sais pas. Peut-être que... On espère.
Il y a 33 ans, quand Ludovic a disparu, le ravisseur présumé a donné un élément clé. Il a affirmé avoir lu l'histoire dans un journal local de l'Est de la France, l'Union de Reims. Coïncidence ou pas, l'homme qui vient de prendre contact avec Virginie, lui aussi, est originaire de Reims. La jeune femme est troublée. Vous avez envie de vous accrocher à ça? Oui, pour moi c'est un espoir. L'espoir est de pouvoir appeler ma mère et lui dire viens vite. Viens vite. Parce que quand j'entends ma mère me dire tu te rends compte si on retrouverait quel beau cadeau de Noël. Et je me dis si seulement moi je pouvais lui donner ça. Parce que c'est dur pour elle. Pardon. Après, je sais pas, j'espère qu'il ne s'identifie pas à Ludovic si ce n'est pas lui, hein, j'espère. Pour savoir si l'homme est bien son petit frère disparu, la justice va comparer son ADN à celui de la famille Janvier. En attendant les résultats, Virginie et l'homme de Reims se parlent régulièrement par téléphone. Ouais, ça va? Bon, toujours pas de nouvelles? Non. Non, toujours rien, ouais, bah, c'est ce que je me suis dit aussi. Ah bon? T'as peur? Ouais, un petit peu d'appréhension. Ouais, mais faut pas, on verra bien. Comme je t'ai déjà dit, seul le test nous dira. Tu sais ce que je t'ai dit, il y a des jours j'y crois à 95%, des jours à 10, des jours à 20. Voilà, bah, exactement. Je suis comme toi, en fait. Oui, voilà. Ça a été ta journée de travail? Ouais, non, comme je dis, quand je suis au boulot, ça va. Au boulot, ça va toujours. Je suis bien content d'arriver le matin au boulot, boire mon petit café, et puis hop, après... Parti. Bon, de toute façon, écoute, on verra bien. Moi, si j'ai du nouveau, je te rappellerai. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais vous avez une vraie relation tous les deux? Oui, une relation de confiance, je pense. Il a confiance, j'ai confiance. Enfin, je sais que ça aurait été un traquenard, je l'aurais ressenti. Parce que ça pourrait être un usurpateur. Voilà. Non, mais là, non, enfin, je pense pas. Il m'aurait pas dit, pas raconté son histoire comme ça. Il m'aurait pas dit, je sais pas, je veux pas vous faire du mal. Il voulait nous préserver. Je crois son histoire. Maintenant, je crois pas que ça soit... Je peux pas dire 100% que c'est mon frère, je sais pas. J'aimerais savoir. On verra bien. Je me dis ça tous les matins, on verra bien. Je dis ça à mes enfants, on verra bien. Virginie va rencontrer pour la première fois dans quelques semaines celui qui est peut-être son frère, Ludovic, ce petit garçon enlevé à l'âge de 6 ans et demi. Un mois plus tard, Jérôme et Virginie Janvier vont rencontrer pour la première fois celui qui est peut-être leur frère. Ce petit garçon disparu à l'âge de 6 ans et demi. Ils se sont donné rendez-vous à mi-chemin entre chez eux et chez lui, au cœur de Paris. Il est arrivé le premier et il est stressé. Oui. Bienvenue. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Tous trois ne sont pas très à l'aise. Alors, on va se mettre par là. Bon, allez. Premier regard à la dérobée, Jérôme et Virginie sont déçus. L'homme est moins ressemblant qu'ils ne pensaient, même s'il a, comme ils disent, un air de famille. Moi, il y a des photos que j'ai vues. Hein, j'ai dit tout de suite à Virginie, c'est pas possible. Il y a des airs, ça, on peut pas l'enlever. Il y a des airs. Son air de chien. Ludovic était comme ça. Ludovic était comme ça. Il était toujours peureux. Ludovic était très peureux, timide, toujours malheureux. Il avait son petit air, je sais y faire avec vous tous. Son petit Calimero. Ouais, je suis un peu comme ça, c'est vrai. J'ai beaucoup de souvenirs enfants. Des choses qu'on a fait, des choses qu'il a fait. Et
Il me donnerait par exemple 2-3 détails de ce qu'on a fait. Là, il n'y aurait plus de doute, quoi. Parce qu'il n'y a que moi qui le sais. Il y a des choses dont vous vous souvenez? Non. Ma vie, elle commence à l'âge de 6 ans et demi, quand j'ai été adopté. Et avant? Rien du tout. Aucun souvenir? Aucun souvenir, non. T'as pas le souvenir d'un jouet? Non. Et mon adoption, elle est taboue, on n'en parle pas. Quand t'as tes parents qui attendent pour te dire, bah écoute, tu sauras la vérité quand on sera mort. Donc après, on se pose beaucoup de questions, on vieillit, et puis bah, les questions sont toujours là. Hein. Voilà. J'aimerais, personnellement, j'aimerais que ça soit lui, au moins on arrêterait vraiment, parce que c'est lourd, quoi, quand même, 33 ans. Hein. Mais vous y croyez pas? Aujourd'hui? Non. Seul, le test ADN mettra fin à leurs doutes. Dans quelques mois, Jérôme et Virginie sauront si l'homme est bien leur frère. À Perpignan, il y a 17 ans, cette femme a réussi à sauver in extremis une autre victime de Jacques Rançon. Et elle a bien failli le faire arrêter. Mais un dysfonctionnement entre services de police a tout fait capoter. Nous sommes le 9 mars 98, tout près de la gare, rue de Belfort. C'est le début de la soirée. Marilyn vient de rentrer chez elle. Voilà, donc c'est ici que j'habitais avant. Donc le jour de l'agression, j'étais à l'intérieur en train de préparer la popote, comme on dit. Il était quoi, 20h, 20h30 à peu près. Et j'ai entendu des cris, des hurlements, des cris, comme je disais, comme je dis toujours, des hurlements, des cris bestiaux. Je sors de chez moi, ben je regarde, j'entends les cris. Et donc, je me précipite sous le porche. Voilà. Et donc, c'est là. La personne qui était allongée sur le dos était comme ça, donc contre le mur. Et Jacques Rançon, donc aujourd'hui, puisqu'on connaît son identité, était à genoux devant la personne qui était allongée. Ma réaction a été de m'approcher de cette personne qui était agenouillée, de la prendre par les épaules et de la lever tout simplement. Et c'est là que, quand il s'est levé, je me suis retrouvée face à un couteau quand même assez conséquent, une belle lame, mais ensanglantée. C'est là que j'ai compris que c'était des coups de couteau et non pas des coups de poing. Il s'est levé, j'ai vu le couteau et puis s'est sauvé donc, dans la rue d'à côté. Ce qui m'a le plus choqué, c'est l'acharnement avec lequel... Parce que je pense que quand je suis arrivée, forcément, il n'a pas dû m'entendre. Et il y avait un tel acharnement, les coups qu'il donnait, c'était vraiment, je veux te finir, je veux te tuer, je veux que, voilà, je veux pas que tu parles, je veux plus que tu existes. La victime, une jeune femme de 19 ans, a été très grièvement blessée, éventrée. Elle est passée à 2 doigts de la mort. 15 ans plus tard, au moment de l'arrestation de Jacques Rançon, la jeune femme reconnaîtra son visage à la télévision et Rançon avouera les faits. Mais en mars 1998, la justice rate une belle occasion de l'arrêter. À l'époque, à en croire plusieurs acteurs du dossier, le procureur commet une erreur majeure. Il ne fait aucune relation entre le meurtre de Mokhtaria Chaïb et cette agression au couteau d'une extrême violence, commise pourtant encore une fois dans le quartier de la Gare. Bizarrement, l'enquête n'est pas confiée à Jo Belmont, mais à une autre unité de police, celle dans laquelle travaillait Max Heldin. L'endroit exact, c'était 10 avenue de Belfort, c'est-à-dire ici. On pouvait penser qu'il habitait pas très loin, puisqu'il est parti à pied. Donc on a pensé faire un cercle d'environ 800 mètres. Et nos recherches, c'était quoi? Tout simplement le porte-à-porte. Vous avez fait du porte-à-porte sur toute cette Absolument, zone-là. absolument. L'agression a eu lieu devant le 10 rue de Belfort. Jacques Rançon habitait au 49 bis, à 70 mètres de là exactement. On a certainement dû frapper chez lui. Alors, est-ce qu'il nous a répondu ou pas? Je n'en sais rien. Si ça se trouve, il rigolait, il nous regardait. Il était à 70 mètres. Hein, c'est presque sûr, oui. On était sous son nez. Avant l'agression,
Jacques Rançon a engagé une conversation avec sa victime. Il lui a lâché 2 informations essentielles qui auraient peut-être pu permettre de l'arrêter. Il lui avait dit qu'il fêtait son anniversaire ce jour-là, donc on était le 9 mai, donc c'est pour ça qu'ensuite on est allé faire des vérifs au fichier des cartes nationales d'identité, et il lui a dit qu'il travaillait à Saint-Charles. Saint-Charles, c'est un marché international où il y a des centaines et des centaines de personnes qui travaillent. C'était quand même des indices importants. Oui. Vous aviez sa date de naissance et son lieu de travail. Absolument, s'il disait la vérité. Mais on est parti du principe qu'il disait la vérité, et on a fouillé dans ce sens-là. Les recherches à partir de la date de naissance ne donnent rien. Celles sur le marché de Perpignan non plus. Et Jo Belmonte n'aura jamais connaissance de l'agression de la rue de Belfort. 3 mois plus tard, un autre fait se produit, mais cette fois-ci, Jo Belmonte en est informé. Jacques Rançon a essayé d'arrêter une jeune femme sur la route avec sa voiture, mais elle a réussi à le mettre en fuite et à relever son numéro d'immatriculation. Jo Belmonte va le chercher. Rançon, on est venu l'interpeller carrément à l'hôtel du Berry. Dans l'hôtel du Berry, il habitait ici, il avait une chambre depuis peu de temps, et il habitait là tout seul. Mais bon, c'était un gars, on voyait qu'il n'était pas tranquille, on voyait que ce gars-là, il avait un problème. Quand nous avons fait la perquisition, comme nous n'avons rien trouvé qui se rapportait donc aux assassinats de Mokhtaria et de Marie-Hélène, on n'avait aucune raison de garder cet individu plusieurs heures en garde à vue. C'est pour ça qu'il a été remis donc. S'il est libéré par Jo Belmonte, Rançon sera tout de même condamné pour la dernière tentative d'agression à 1 an de prison. Puis il commet un autre viol dans la foulée et écope encore de 3 ans de détention. À sa sortie, il se calme, car il tombe amoureux. Il rencontre une jeune femme, Lolita, avec laquelle il aura 2 enfants. Lolita a bien failli être la dernière victime de Jacques Rançon. C'est grâce à elle qu'il a pu être arrêté. Aujourd'hui encore, elle a du mal à parler de lui. Avant, je l'appelais par son prénom, mais maintenant, je l'appelle l'autre. Je peux plus mettre son prénom sur à chaque fois que je le dénomine. Hein. C'est pas possible. Aujourd'hui, Lolita vit avec Franck. Allez, ouais, mon loulou, ouais, mon loulou. Viens, mon pépère. Mon pépère. Pendant 8 ans, avec Jacques Rançon, elle a vécu l'enfer. Quand elle l'a rencontré, elle n'était qu'une adolescente. J'étais très jeune, j'avais 15 ans et demi, 16 ans. Et lui, il avait quel âge? Il avait 44 ans. Les 2 premières années, il a été gentil. Ensuite, il a commencé à montrer son vrai visage. Il a commencé à me lever la main dessus. Et après, ça s'amplifiait. Dès qu'il se mettait en colère, il avait un regard très méchant qui, oui, faisait peur. Et dans son regard, et dans ses gestes. Toujours à me rabaisser, toujours à me dénigrer, à m'insulter. Quand il me frappait, il me disait que s'il me frappait, c'était pas parce que lui, il en avait envie, c'est parce que moi, je le méritais. Quand il était en colère, il partait. Quand il était alcoolisé, il partait. Quand, soi-disant, je l'énervais, il partait. Et il faisait quoi? Il m'a dit qu'il faisait le tour de Perpignan. Il m'a dit qu'il avait un circuit bien défini. Voilà. Il passait par la gare, il revenait par la poste, il revenait par la grande avenue pour rentrer au domicile. En 2012, Lolita décide de le quitter pour Franck. Et Jacques Rançon devient fou. Un soir, alors qu'ils sont invités à dîner chez des amis, Jacques Rançon agresse Franck et Lolita. Mon véhicule était garé à cet endroit et nous étions dans le premier appartement en bas à droite, là. Une fois qu'il m'a vu arriver sur le trottoir, il a allumé ses phares et il est arrivé de plein fouet. Il s'est arrêté en travers, comme ça, au niveau du pare-choc. On est d'abord pris à Franck, hop, après l'avoir prévenu, il a essayé de l'agresser. Moi, je me suis mise à courir donc, en cette direction. Et de là, il est descendu avec un couteau. Il m'a poursuivi en courant avec le couteau en disant « je vais te planter ». J'ai eu le temps d'aller me cacher derrière un grand bâtiment, derrière des grandes caisses d'électricité. Là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Il a vraiment essayé de vous tuer? Il m'aurait attrapé, oui, il n'aurait pas hésité, oui. Oui, je pense qu'il aurait été au bout de son acte. Hein. Il m'aurait tué, oui. Pour l'agression de Lolita, Jacques Rançon est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 6 mois ferme.
Son ADN est prélevé. C'est la première fois depuis le début de son parcours criminel que Rançon est inscrit au fichier des empreintes génétiques créé en 1998. C'est grâce à cela que la police identifie son ADN sur l'une des chaussures que portait Mokhtar Yachaïb. Nous sommes en octobre 2014. Le tueur présumé de la gare a enfin un visage. Perpignan respire. Mais Jacques Rançon aurait-il pu commettre d'autres crimes ? Lolita se pose la question, car elle détient une information troublante qu'elle n'a jamais confiée à personne. Lolita nous a raconté d'étranges vacances passées avec Rançon à l'été 2012. Ils voyagent avec leur petite fille qui a à peine un mois, mais ne vont jamais à l'hôtel, comme si Rançon ne voulait pas laisser de traces. Ils dorment dans la voiture. Ensuite, il amène Lolita dans un endroit qu'il connaît bien, la Petite Chapelle, près de son village natal. Il a voulu faire visiter son village. Ensuite, en repartant de son village, nous nous sommes arrêtés dans une forêt. On s'est arrêté au bord d'une chapelle. On s'est garé devant. Il a voulu y aller seul, par contre. Il n'a pas voulu que je l'accompagne. Il m'a dit d'attendre dans la voiture. Donc je l'ai attendu à la voiture, devant. Vous avez pensé quoi ? C'est un peu bizarre. Déjà, rester toute seule au milieu de nulle part, déjà c'est un peu embêtant. Après, il a été soi-disant voir s'il y avait un arbre avec des initiales. Nous avons montré l'interview de Lolita à Stéphane Bourgoin, le spécialiste des tueurs en série. Il a une hypothèse. Je pense que c'est un retour aux sources pour lui. Je pense que dans ce bois, il y a peut-être une victime enterrée ou des objets ayant appartenu à une victime de Jacques Rançon. Stéphane Bourgoin a-t-il raison ? Rançon aurait-il commis des crimes dans la Somme alors qu'il était plus jeune ? C'est la question que tout le monde se pose. Les juges qui instruisent le dossier à Perpignan, mais aussi une avocate. Elle s'appelle Corinne Herman. C'est une spécialiste des tueurs en série. Dans les années 80, plusieurs crimes ont été commis dans la Somme. Aujourd'hui encore, ils ne sont pas élucidés. Corinne Herman est chargée des intérêts de plusieurs familles de victimes. L'idée, c'est que nous, aujourd'hui, on est saisi de 5 crimes non résolus très anciens dans la région, qui sont des cold cases de la région. Donc on peut se demander s'il n'a pas commis ses premiers crimes ici tout de suite, s'il n'a pas commis des homicides très rapidement. Ce qui est classique chez les tueurs en série en règle générale. Il faut absolument revenir à leur point de départ pour reconstituer ce qu'on appelle leur ligne de vie, pour reconstituer leur parcours de vie, et essayer de repérer les premiers crimes, parce qu'ils nous apprennent beaucoup sur leur psychologie, sur leur façon de se comporter. Corinne Herman ne sait pas si Jacques Rançon est un tueur en série, mais elle aimerait que la justice fasse quelques vérifications sur l'un de ses plus vieux dossiers. Le meurtre d'une jeune fille, assassinée en 1986, à quelques kilomètres à peine du village de Jacques Rançon et de sa petite chapelle. Elle s'appelait Isabelle Ménage, elle avait 20 ans. Une après-midi du mois de juillet, elle part en randonnée sur des sentiers. Quelques jours plus tard, un agriculteur rapporte à la gendarmerie son sac à dos. Il porte des traces de sang. C'est le lieutenant-colonel Coche qui récupère le sac et se rend immédiatement sur les lieux. Je vais essayer par ici. Cet après-midi, je pense que c'est là-bas. Il a rendez-vous avec Corinne Herman. Le corps était ici, sur cette partie-là. Alors, vous dire maintenant exactement si elle était plus proche. Il était dans... Il était comme ça, il n'était pas très... On ne le voyait pas vraiment, il y avait la végétation. Et donc, le sac à dos et les vêtements étaient retrouvés dans le champ. C'est quand même très dégagé, quoi. Je trouve que c'est extrêmement dégagé, qu'on était en plein soleil ce jour-là, si je me souviens bien. Il était très beau, pour le peu j'en connais. Donc c'était très lumineux, donc on devait voir une tache de couleur ou elle devait avoir des vêtements colorés quand même, j'imagine.
Je trouve que c'est dégagé, c'est une prise de risque. Un tueur qui prend des risques, cela peut correspondre au profil de Jacques Rançon. Au moment du meurtre, il travaillait à peine à quelques kilomètres de là. Mais il n'est pas le seul suspect sur la liste. Jean-Paul Lecomte, tueur en série, était aussi dans la région. Mais aussi Francis Saulme, le routard du crime. 3 suspects potentiels dans un rayon d'à peine 15 kilomètres. Il y a quelques tueurs en série qui sont passés par ici, mais souvent quand ils se croisent dans une région, c'est parce que la région n'a pas su solutionner le premier crime, le deuxième crime ou le troisième crime. Et donc, effectivement, ils sont tranquilles. Je dirais que les mailles du filet sont trop espacées dans certaines régions. Et donc on sait réexpliquer ça, et les défaillances de la justice permettent à ces tueurs d'exister. Mais c'est vrai qu'il y a des régions qui produisent plus de tueurs en série que d'autres, parce que ce sont des voies de passage, parce que ce sont des pays de passage. Qui a tué Isabelle Ménage? Francis Saulme, Jean-Paul Lecomte, Jacques Rançon ou quelqu'un d'autre encore? Pour avoir la réponse, il faudra demander la réouverture d'une enquête close depuis de très longues années. C'est ce que Corinne Herman va réclamer bientôt à la justice. À 200 km de là, dans la famille Janvier, le grand jour est arrivé. Celui du test ADN. Virginie et Jérôme vont enfin savoir si l'homme de Reims est bien leur frère. Fallait qu'on s'y attende. Un premier test réalisé à la demande des juges il y a quelques semaines a dit que non. Mais la famille n'est pas convaincue. Elle conteste les conditions dans lesquelles ce test a été effectué. C'est pas qu'il n'était pas bon, c'est qu'il n'était pas clair. Donc quand c'est pas clair, il faut que les choses soient claires. Quand c'est pas clair, il faut en refaire un. C'est ce que vous avez décidé de faire. Voilà. D'un accord en accord, tous ensemble, on a décidé de refaire un test ADN. Le test ADN sera réalisé par un laboratoire privé basé en Suisse. Oui, allez-y, je vous en prie. Merci. Ces experts vont prélever l'empreinte génétique de Jérôme et Virginie et celle de l'homme de Reims. Les intéressés nous déclarent être consentants au prélèvement des cellules intrabuccales. Ils prennent acte que ces prélèvements sont destinés à établir le profil génétique de chacun afin de faire un rapprochement de filiation entre eux, à savoir dit être le frère de Janvier Jérôme et de Janvier Virginie. Jérôme et Virginie ont beaucoup réfléchi avant de se décider. Car un test ADN dans un laboratoire privé, cela coûte cher. Près de 4 000 €. Pas normal. On a subi, on souffre, et en plus, il faut payer. Donc, bon, après, voilà. Si c'est le prix pour avoir la vérité, on va le faire, il n'y a pas de souci. Ça ne nous arrêtera pas. Je vais bien imbiber de salive en dessous de la langue. D'accord. Je vais frotter sur les joues. D'accord. C'est bizarre. Vous y croyez? Les prélèvements vont être envoyés en Suisse afin d'être comparés. À bientôt, bonne route. Il faudra encore attendre un bon mois avant d'avoir les résultats. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie si c'est négatif? Dans notre vie, enfin dans la mienne. On va continuer. C'est ça. On va continuer. On va continuer, mais par contre, on espère que trouvera ce qu'il recherche, voilà, vraiment. Et si c'est positif? Bah, ça va tout changer, là. Ça va tout changer. Les résultats du test ADN sont tombés fin juillet, au cœur de l'été, et ils sont décevants. L'homme de Reims n'est pas Ludovic Janvier. Mais Jérôme et Virginie ne baissent pas les bras. Ils vont continuer de chercher leur frère. À Perpignan, l'enquête est presque terminée. Jacques Rançon sera jugé pour le meurtre de Mokhtar Yachaïb et de Marie-Hélène Gonzalez,
mais aussi pour l'agression de la jeune fille de la gare. Le procès devrait avoir lieu en 2017. Pour l'agression de la 3e disparue de Perpignan, Tatiana Andoujar, Jacques Rançon a été mis hors de cause. Il était en prison au moment des faits. Il plane encore un mystère autour de la gare de Perpignan.